Tiers livre, atelier d'écriture, cycle de l'autobiographie comme fiction. On est la 9. On reste sur le même principe, une proposition par semaine, ce qui veut dire que quelquefois on explore plus lentement du détail, puis d'autres fois quelque chose qui nous concerne plus tous ensemble. Ça veut dire aussi que une proposition, elles ne sont pas forcément toutes à faire pour tout le monde. Évidemment, vous aurez plus d'affinité avec celle-ci ou celle-là. Laissez quand même se faire le chemin en vous. On ne sait jamais. Ça pour dire que là, je vais vous proposer quelque chose d'un peu bizarre. Mais j'ai jamais vu que personne ne l'ait fait. Alors, on essaye. Et donc on avance encore dans ces réminiscences d'intérieur. On avance encore dans l'idée que même si la mémoire est lacunaire, partielle, eh bien, le texte peut d'autant plus remplacer ce qui ne nous appartient plus. Et que dans cette refabrication, on a quelque chose à trouver. Quelque chose qui concerne celle ou celui qui vient en tant que lectrice, lecteur, et recompose cette même démarche, son rapport à lui ou elle, avec sa part lacunaire de la mémoire, pour voir ce rouage-là en travail. Et c'est là qu'on a la récompense d'une lecture, le côté symbolique, parfois hypnotisant d'une lecture. Alors dans cette idée d'intérieur, les portes, on franchit, et parfois on ne sait pas où ça nous mène. Ou bien on part de portes connues, et puis tout d'un coup surgissent des portes beaucoup moins connues, et pourquoi pas même des zones totalement inconnues, oubliées, voire interdites. Ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec cette exploration et qu'elle produit elle-même ses propres objets. La porte, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et puis, là, avec les points-virgules, chose qui se reconstitue comme si c'était une bulle de présence, avec une myriade de détails, de points immobiles qui font sens, qui vibrent tous ensemble. Oui, mais c'est statique. Alors, j'ai repris la vie mode d'emploi, puisque aussi bien les portes, dans le texte de Pérec d'Espèce d'Espace, on était parti du chapitre l'appartement, et ensuite, vous savez, il y a l'immeuble avec ce cahier des charges. Et évidemment, livre majeur, je pense qu'on n'a pas fini d'explorer ce livre parce qu'il ne se réduit pas à son principe, parce qu'il est une masse autosuffisante avec tous ces index à la fin, avec les listes d'histoires imbriquées. Et sur ces questions d'intérieur, donc évidemment, immeuble avec tous les étages, mais Pérec en fait cette épaisseur de livre parce qu'il navigue tout le temps des caves jusque tout en haut, et puis qu'il a un algorithme qui vient des jeux d'échecs pour sauter d'un endroit à l'autre de l'immeuble en permanence. C'est l'arbitraire de ce déplacement qui fabrique la puissance du livre et des intérieurs. Évidemment, il y en a. Alors, je ne les ai pas recensés tous. Ça, c'est ce genre d'outils, là, d'études dont j'aimerais bien disposer. Par exemple, là, je suis chapitre 37, Louvet, virgule 1. Les gens s'appellent Louvet. Et l'appartement des Louvet au premier étage droite. Point. Phrase nominale. Une salle de séjour de cadre supérieur. Point. Phrase qui est totalement informative. Mur tendu de cuir Havane. Point virgule. C'est-à-dire que la démarche de Julien Marais avec ses points virgules, elle est déjà aussi dans la vie mode d'emploi. Simplement, lui n'en fait pas une systématique. Cheminée encastrée, un foyer hexagonal avec un feu prêt à flamber. Point virgule. Ensemble audiovisuel intégré. 2 points. Chaîne, magnétophone, téléviseur, projecteur de diapositive. Point virgule. Divan et fauteuil assortis en cuir naturel sanglé. Point. Ton fauve. Peu importe. Deuxième paragraphe. Les Louvet sont en voyage. Point. Ils voyagent beaucoup pour leurs affaires comme pour leurs plaisirs, etc. Troisième paragraphe. Donc l'appartement est vide. Les propriétaires sont partis. N'empêche que dans
ce vide immobile de l'appartement dont les propriétaires sont partis, il y a une photographie des propriétaires. Une photo les représente lors d'une... Et tout d'un coup, cette mise en abîme fabrique la puissance onirique, la puissance fictionnelle du texte. Et ça c'est la vie mode d'emploi. Mais vous voyez que ce qu'on explore, nous, c'est pas des petites lubies en se disant tiens, on fait ci, on fait ça. C'est se saisir de ce qu'il y a dans la littérature et puis ces points-là, en faire justement quelque chose d'intentionnel, pousser plus loin, et parce qu'on pousse plus loin ce qu'il y a de latent, eh bien, on trouve notre espace à nous. Alors c'est là que j'en étais. Ce côté statique, ce côté de lieu vide, et que c'est pas seulement Julien Marais, mais que c'était aussi la vie mode d'emploi, et que l'impression fascinante dans la vie mode d'emploi, c'est qu'on change tout le temps d'appartement, on se retrouve d'un intérieur à un autre, y compris avec la cage d'escalier, y compris avec l'ascenseur, en panne ou pas. Et donc, moi, ce que j'avais dans la tête, c'est ce mouvement de sauter et de se retrouver dans quelque chose qui a son équilibre en soi, quelque chose qui a un équilibre total, parce que c'est un monde clos, justement parce que espace privé de l'appartement, et que tout d'un coup, la vie mode d'emploi, c'est un et puis un autre, avec aussi bien ces sauts dans le temps que ces déplacements dans l'espace. Alors pour moi, ce jeu comme ça d'aller très vite d'un lieu à l'autre, c'est une réminiscence aussi d'un livre du XVIIIe, Jacques Cazotte, Le diable amoureux, conte fantastique par excellence, que Nerval, vous savez, dans Les Illuminés, il raconte la vie de Cazotte. Et puis, lui, il y a aussi ce type de fantastique. Les nuits d'octobre. Les nuits d'octobre, par contre, on n'est que dans des lieux publics. Les halles, un bistrot. Et puis, comme il part en Allemagne, c'est des séjours qui sont avec un caractère vital pour Nerval. S'il est en voyage, il n'a pas de crise. Et puis, à un moment donné, dans le voyage, il sentira que les crises peuvent revenir quand même. Ce sera revenir en France, ce sera de nouveau l'enfermement dans la clinique du docteur Blanche. Mais partir en voyage, c'est pas partir en vacances. Le train pour l'Allemagne suppose de prendre Paris-Est ou Paris-Nord pour Strasbourg à 4 heures du matin. Donc, il est 11 heures du soir, on va traverser la nuit de 11 heures du soir à 4 heures du matin. Et puis, vous savez, il y a la question des passeports, il y a la question de... Enfin bon, les nuits d'octobre. Et là encore, on est dans quelque chose, pour moi, qui est un indice neuf, des choses où bascule, où s'ouvre la littérature, et qui font qu'on ait lu le livre ou pas, d'ailleurs. Les nuits d'octobre, rien de plus facile à trouver, mais qu'on l'ait lu ou pas, ça déplace le paysage dans lequel nous, on prend la parole et on écrit. Donc Nerval, dans Les Illuminés, parle du diable amoureux de Cazotte. Il en produit même une édition. Et le diable amoureux de Cazotte, on n'arrête pas, ça aussi, de passer. On change de ville. Château, Venise, Naples, on est à Lyon. Et c'est comme si chaque scène, pour créer ce qui avance entre le personnage et puis le diable devenu Biondetta, quelque chose, un nom féminin comme ça, suppose que l'intérieur se reconstitue à mesure qu'on avance, comme une espèce de kaléidoscope, au point qu'à un moment, on est dans Paris et on a soulevé les toits. Et on voit toute la ville faite comme ça par ses intérieurs, ce qui est aussi le point de départ de la vie mode d'emploi de Pérec. Alors j'en étais là, puis tout d'un coup, cette réminiscence de Jean Echenoz. Alors par exemple, dans Echenoz, on a des intérieurs fixes, espace privé ou espace public. Par exemple, à un moment donné, je crois que c'est dans l'équipe Malaise, le personnage est en train de visiter le musée Gustave Moreau ou le musée Jacquemart-André. Enfin, je me souviens plus, mais il y a cette vieille maison bourgeoise. Et je sais pas même si dans la fiction d'Echenoz, c'est pas un personnage qui vient dormir dans le musée, sans abri, mais là, il se débrouille pour s'y faire régulièrement enfermer pour dormir au chaud. Mais tout d'un coup,
Le musée, qu'est-ce que c'est? Un intérieur avec des successions de pièces, on s'y déplace, mais ce qui est au mur, en tant que tableau, c'est des fenêtres vers bien plus loin, ailleurs. Et l'équipe est malaise, vous savez, ça se passe à la fois en Malaisie et à Paris, avec ce bateau, le Boustrophédon, qui fait les allers-retours. Bon, c'est un grand échenose, mais toujours un plaisir à réouvrir ça. Et puis il y a Cherokee, qui est Cherokee, son deuxième livre, celui avec lequel il a eu le Médicis. Et puis, moi, c'est un petit peu comme ça aussi que ça s'enchaîne, vous savez, sur ces questions de réécriture. On s'était appuyé sur un passage de Lac, qui est un livre un petit peu venu après l'équipe est malaise, mais on est toujours dans la même période. Et dans Cherokee, évidemment, quelquefois, on se trouve hébergé dans l'intérieur d'un château d'eau abandonné. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais comment on collectionne ces lieux? À un moment donné, on est à Ivry, et à Ivry, on est dans un petit garage automobile, carrosserie, trafic, maquillage de bagnoles, et tout ça existe. C'est-à-dire que la fascination qu'on éprouve à Echenoz, même pas forcément l'auteur, mais simplement le plaisir du livre, c'est justement cette reconstitution à mesure de succession de lieux. Vous commencez à me voir venir un petit peu avec tout ça. Après, je vous le dis, on n'est pas dans une consigne d'écriture, on va être dans une exploration. Et ça, pour moi, c'est important qu'on alterne, puisque l'atelier est dans la durée, atelier hebdo, des choses où on tripote une technique, comme récit de voyage avec une seule phrase, ou ce système-là de point-virgule, dont je ne me souvenais même pas qu'il était aussi celui de Pérec, même si lui n'en fait pas une systématique dans la vie, mode d'emploi. Et puis d'autres où je voudrais simplement être sur des thématiques. Par exemple, l'idée des portes, on n'a pas du tout utilisé un principe de contrainte formelle pour entrer dans cet univers. Là, succession rapide de lieux, comme étant le principe même de recomposition de l'intimité qu'on a avec la page. On cherche la même intimité, on avance vers elle, et à chaque saut qu'on fait pour retrouver ce principe d'intimité, le lieu se refabrique autour de nous. Et Echenoz a un petit peu cette spécialité-là. Et pour moi, par exemple, c'est que des scènes qui restent dissociées. Parce que peu importe, à la limite, l'histoire. Il s'appuie sur des récits de voyage, sur des mimes de polar. Oui, et ça, c'est affirmé comme tel. On utilise une coquille formelle artificielle. Mais ce qui n'est pas artificiel, c'est vous êtes sur le pont de l'Europe, juste derrière la gare Saint-Lazare, qui est un endroit de très grande circulation, mais c'est aussi là qu'habitait Mallarmé, où il tenait ses mardis. C'est aussi une rue où, traditionnellement, autrefois, il y avait le conservatoire. C'est plus tellement comme ça maintenant, mais il y avait énormément de luthiers, de magasins de partitions. Et puis, sur le pont de l'Europe, il y a ce vacarme des trains, des métros, etc. Et puis, tout d'un coup, sur un réverbère, il y a une petite affiche parce qu'une troupe de théâtre amateur joue le Château des Cœurs du Gustave Flaubert. Et donc vous voyez tous ces liens à la ville, au présent, ça passe par ces signes, cette toute petite affiche, cette reconstitution de un instant fixe sur le pont de l'Europe, au-dessus de la gare Saint-Lazare, mais tout est tenu et tout se défait ensuite, puisque le personnage n'y reste pas plus que celui qui dort dans le musée Jacques-Marandré ou le musée Gustave Moreau. Je crois que c'est Gustave Moreau, mais je peux me tromper, je n'ai pas été vérifié. Un autre moment pour moi d'anthologie dans Echenoz. Mais alors, est-ce que c'est dans Lac? Est-ce que c'est dans Cherokee? Est-ce que c'est dans l'équipe et malaise? Les deux personnages veulent consulter. Vous savez, c'est ces types qui vous donnent des petites cartes de visite là, de médium. Machin résout tous les problèmes d'amour, machin résout les problèmes professionnels, les problèmes de santé, etc. Eh bien, ils vont se rendre chez un de ces magiciens d'Afrique. Et puis, on est évidemment tout près de Barbès. On monte dans un petit 5e étage. Et puis, le type, il est en train de faire sa consultation dans la pièce à côté. Donc, les deux personnages vont attendre. Narrativement, c'est quoi? C'est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes? Ben oui, mais ça suffit pour que Echenoz, en 2 pages, nous fasse ce qu'est l'intérieur, la cuisine, les chaises, ce qu'il y a au mur, de ce tout petit appartement. C'est un peu sa spécialité.
Et il y a un moment où comment lui-même va, pas nier, mais en tout cas trouver comment éclater de l'intérieur sa propre contrainte formelle. J'en avais souligné d'autres de ces passages comme ça. C'était le milieu du jour, Georges n'avait plus rien à faire. Prénom, suffit, Georges. Il marcha le long des grands boulevards, entrant parfois dans des magasins neufs d'allure provisoire qui étaient à bas prix et qui étalaient à bas prix toutes sortes d'objets saisis sous douane. Et tout d'un coup, là oui, ça va être une toute petite figure, une petite bulle extrêmement provisoire. N'empêche que le temps de la phrase, il nous fait exister cette boutique, alliant de la laideur à peu d'utilité. Un homme l'aborda vers Bonne Nouvelle pour lui vendre une montre. Ils discutèrent un moment sans résultat. Là, on est dans les personnages. Ça aussi, ça va être la grande bascule. Tout bientôt, il visita un commerce de livres neufs soldés. Il ne dit pas librairie. Feuilleta longuement un ouvrage consacré aux oiseaux exotiques jusqu'à ce que le soldeur lui eût demandé s'il voulait l'acheter, ce livre, ou quoi. Alors il rentra chez lui. Et là, intérieur, il ouvrit la porte, suivit le couloir jaune aux murs tapissés de photographies de films qui avaient dû être exposés souvent, longtemps, dans les entrées de nombreux cinémas, car des colonies de punaises avaient entièrement perforé leurs coins. Et comme on passe comme ça, comme on joue des focales, du détail, de l'éloignement. En même temps, il est dans rejoindre le cœur de l'appartement. Il est en mouvement, lui, dans cet appartement. Les photogrammes représentaient des scènes d'amour, des scènes de violence, des scènes mal définies où l'on reconnaissait Katharine Hepburn, Bette Davis, ou Jane Russell et Michael Caine, Sterling Hayden ou Ben Gazzara, et même toute une mythologie qui descend là. Une lumière pâle et mate débordait d'un soupirail haut placé dans le milieu du couloir qu'elle irriguait à peine, et les deux pièces principales étaient exposées au nord, un nord obturé de toute façon par un mur charbonneux. Georges passait donc le plus clair de son temps dans la cuisine, ne se rendant qu'au soir, dans ces pièces peu meublées, un lit, une table, des sièges, les disques, nulle image sur les murs, sinon, dans la pièce la plus sombre, une reproduction grandeur nature du portrait de Sarah Bernhardt par Clarence. Il s'installa sur une chaise près de la fenêtre qui donnait sur la cour, et le soleil d'automne tomba sur lui comme la récompense de quelque chose. Alors là, il joue tout le temps avec la prégnance du lieu et son personnage, qui ne va pas plus se définir que par la façon dont il habite, des corps s'installent. Ce que Pérec aussi, lui, a initié un petit peu dans son premier livre, Les choses. Alors quand je dis qu'Echnoz, c'est un fonctionnement un petit peu permanent, c'est-à-dire qui marque la rythmique du livre, c'est pour ça que je parlais là, du diable amoureux de Cazotte, j'avais ce souvenir d'un passage beaucoup plus bizarre. Et dans mon idée, c'était un passage qui faisait une dizaine de pages. En fait, il fait 1 page et demie. Ou alors peut-être qu'il utilise la même technique ailleurs dans ses bouquins. C'est très dur de retrouver dans la suite de livres tel passage dont on a ce souvenir. Mais je crois que c'est simplement, pour moi, un autre mystère. Que tout d'un coup, là, sur 1 page, il y a l'irruption d'un fonctionnement totalement neuf, même si en partie hérité, là encore, de la vie mode d'emploi, du diable amoureux, de Nerval, ces glissements-là dans Sylvie ou Aurélia. Et il s'agit de quoi? Il s'agit que tout d'un coup, là où le personnage passe un lieu, une action, une attente, un lieu, une action, une attente, et que c'est les lieux qui créent le mouvement de la narration, y compris avec leur côté totalement exotique, quand on est dans ce château d'eau, ce petit garage, ou etc., etc. Mais il y a toujours ce fond de Paris comme une espèce de mine là qui surgit. Et bien tout d'un coup, parce qu'on est à la fin du livre et qu'on doit changer la règle, eh bien le personnage va traverser une suite de logements, une suite d'intérieurs. Et le miracle, c'est qu'il passe de l'un à l'autre. Il ouvre la porte, il entre, prend une autre porte, il se trouve dans un autre appartement, quelqu'un d'autre. Et dans mon idée, ce fonctionnement-là, c'était toute une longue séquence du livre. Alors tant pis, je vais vous la lire chez Echnoz, en 1 page.
Mais ça, moi, là, j'aimerais bien. Alors je vais finir par le texte d'Echnoz, mais je voudrais rester sur résumé de ce que je vous propose. Et donc, ce qui sera effectivement, même pas une proposition, mais une consigne. Les lieux, on en a rassemblé, chacun, chacune, tout un ensemble, tout un inventaire. Cet inventaire n'est pas complet. Plusieurs, en travaillant sur les portes, ont écrit au bout « à suivre »,« à poursuivre ». Plus on en accumule de ces images lacunaires, justement parce qu'on sait les traiter en tant que lacunaires, plus d'autres reviennent obscurément, un peu plus loin. Et puis, avec la technique des points-virgules de Julien Marais, je vous dis d'en faire 3, peu importe. En tout cas, on a des univers, chacun statique, indépendant. Du même type que Pérec les développe dans chaque chapitre de la vie mode d'emploi, qui installe un lieu, un temps, et chaque fragment, chaque mini-chapitre de la vie mode d'emploi définit son protocole narratif en chaque chapitre, séparément, dans la totale ignorance des autres, puisque justement c'est le principe du livre, le Barthelbus qui compose un puzzle, et vous savez l'histoire avec les aquarelles qui sont ensuite redécoupées, lui recompose le puzzle, ensuite c'est redécrit, et donc ce principe même de la discontinuité du puzzle est le principe d'assemblage du livre. Dans Echnoz, ce jeu-là de surgissement d'intérieur, alors on n'est pas dans le biographique avec Jean, mais ce jeu de surgissement d'intérieur pour pulser une histoire qui, elle, se code d'après des principes, le polar, dans Cherokee, le polar populaire, et c'est ça qui lui donne et sa teneur et sa présence contemporaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met au mur? Comment on s'habille? Est-ce qu'on la garde, la petite carte du gars qui vous propose de tout guérir à la sortie du métro? Et donc, on habite le contemporain parce que la littérature nous le révèle. Enfin, en tout cas, que chaque livre digne de ce nom vient vous en révéler un tout petit germe, une petite fissure, un petit gras. Alors, ma proposition, eh bien, ce sera justement ce que Echnoz libère à la fin de son livre et ce dont lui-même se libère. C'est-à-dire tous ces lieux qui, pour vous, sont dispersés, et dans le temps et dans l'espace, comme Pérec les sépare et les disperse dans cet immeuble de 6 étages plus cave avec des paliers, etc. Et bien tout d'un coup, on va glisser d'un à l'autre, comme si chacun communiquait avec l'autre. On est à Paris, et puis un peu plus loin, vous étiez en Algérie dans l'enfance, eh bien, hop, on passe de l'un à l'autre. Donc on va avoir un texte continu. Débrouillez-vous. Je ne vous dis pas de l'écrire sans ponctuation, je ne vous dis pas d'écrire en une seule phrase. On est simplement dans un bloc texte, mais où chaque phrase va installer un lieu, et puis nous, on aura l'impression, puisque en changeant de phrase, dans l'intérieur du même texte-paragraphe, du même texte-bloc, ne faites pas de paragraphe. Et c'est ça qui va créer le mouvement. Et ça, moi, c'est ça que je veux. C'est-à-dire qu'on va être dans un intérieur égale une phrase. Le point, on glisse. Est-ce que vous aurez passé par une porte, traversé une cloison, passé par en dessous, ou simplement à travers, comme savent faire les fantômes? Eh bien, on va avoir une longue glissade, et chaque phrase sera un nouveau lieu. Et où est-ce que ça vous emmène? Si vous avez le droit de traverser dans un seul texte tous ces intérieurs qu'on a déjà laissés monter, tous ces intérieurs qu'on a déjà laissés surgir, avec le texte sur les portes. Et vous pouvez le rallonger, vous pouvez le reprendre, le texte sur les portes. C'était marqué « à poursuivre », eh bien, laissez-le grandir. On a besoin de grandir tous ces exercices parce que c'est comme ça qu'ils vont bientôt
se rassembler. Alors je ne dis pas que vous devez vous cantonner aux images liées au texte sur les portes, mais simplement, justement, parce qu'on est dans l'autobiographie comme fiction, personne ne va vous demander ni de situer, ni d'assigner un temps. Simplement, vous déplacez dans la suite de ces intérieurs qui maintenant coexistent dans le même texte. Il y a ça 30 fois dans le cinéma. On pousse une porte et on est dans un nouveau lieu. On le traverse, on pousse une porte, on est dans un nouveau lieu. On traverse, on pousse une porte. Et là, il n'y a pas besoin de les décrire, les portes. Vous les avez déjà décrites. Mais simplement, cet intérieur-là, vous allez vous balader dans telle période de votre vie lointaine, le moment où vous étiez étudiant, et puis vous étiez dans telle ville pendant 2 ans, 3 ans, et puis c'est quoi l'ensemble des intérieurs dont vous vous souvenez pour ce... Mais simplement, on ne se préoccupe de rien d'autre que de les traverser sans s'arrêter, comme le type dans Cherokee qui suit son couloir, qui ne va pas dans la chambre, mais qui va aller se poser près de la fenêtre, parce que là, il y a un petit coin de soleil. Vous traversez, vous n'avez pas le temps de vous arrêter. Ah oui, c'était là. Et puis on traverse une porte où il n'y a pas de porte, ça peu importe. Et puis vous êtes dans un autre. Et cette suite d'enfoncement, cette suite de traversées, qu'est-ce qu'elle nous ouvre comme fiction? En quoi le principe du fantastique nous ouvre à notre propre autobiographie? Toujours dans cette boucle, qu'il ne s'agit pas de dévoilement, mais que cette mécanique-là, quand lecteur-lectrice vient à votre texte, ça on appelle lui-même ce cheminement vers son propre intérieur avec ses propres images. Il y aurait d'autres livres comme ça, oui, je pense à Le loup des steppes de Hermann Hesse, Steppenwolf. Vous savez, c'est vers la fin, dans la ville, il a enfin accès à ce théâtre des fous. Et ce théâtre qui est fait à l'ancienne, comme on trouve aussi chez E.T.A. Hoffmann, il y a une suite de loges, il y a un grand couloir incurvé, et à chaque fois qu'il entre dans une loge, il aperçoit sur la scène quelque chose qui est une reconstitution de sa propre vie. Des moments séparés de sa propre vie. Mais chaque fois, c'est entrer dans la loge, pousser une porte, et puis à quoi tu es confronté? Quelle scénographie? Quel décor? Alors là, dans Hermann Hesse aussi, c'est juste un petit chapitre, 15-20 pages. Mais ce fonctionnement-là, on pourrait en trouver aussi chez Alain Robbe-Grillet. Allez, comment ça marche? Comment on entre dans le fantastique? En effet, la question se pose. Il suffit de dire « en effet ». En effet, Donald brandit un passe 30 mètres plus loin. Entre 2 portes discrètes, ils traversèrent prestement une cuisine ensoleillée où mijotait un fricot solitaire, pendant qu'une voix dans la pièce à côté criait « Robert, c'est l'heure !» Puis ce fut à nouveau le silence et la nuit. Plus loin, entre 2 autres portes, ils franchirent un placard à balai, derrière la 3e porte duquel un homme criait en espagnol son amour pour une femme. Puis le silence et la nuit, puis une sorte d'antichambre, équipée en secrétariat miteux, d'où une vieille sténodactylo accroupie sur un bottin ne voulait pas sortir. Ils durent se résoudre à passer devant elle sur la pointe des pieds. Elle ne montra aucun étonnement. Le silence et la nuit. Une salle de bain désaffectée depuis 30 ans, un savon plus sec qu'un galet sur le rebord d'une baignoire, débordant de toiles d'araignée, des légions de blattes sur le carrelage poudreux, et suintant éternellement d'un robinet un filet d'eau froide immobile qui devait constituer pour les parasites une sorte de preuve de l'existence de Dieu. Le silence et la nuit. Un salon bondé par contraste de personnes lubriques et pressées, col défait, verre en main, bretelles glissées, boutons sautés que Donald et George traversèrent sans qu'on les remarquât, même quand ils durent déplacer un divan où s'ébattait un groupe pour libérer la porte menant au vestibule. Le silence, la nuit, les archives d'un avoué.
Une chambre d'enfant très en désordre. La salle d'attente d'une infirmière avec son jeu complet de clients. Enfin, le soleil froid de la rue de Berry, par le sas condamné d'un dépôt de fleuristes devant lequel stationnaient 2 mobylettes Peugeot bleu fumé. Donald ôta les antivols. On est sorti. Traversée qui fait 1 page. Évidemment, je vous mets tout ça dans les extraits, sauf si vous avez Cherokee chez vous. Et j'avais complètement zappé. Dans ma remémoration, moi, je voyais les portes. Je voyais ces personnages comme une scène là de mannequin. Et puis, évidemment, toujours le fait qu'on ne vous remarque pas quand vous traversez. Principe du fantastique aussi élémentaire. Mais en même temps, lui, il a cette cheville. Le silence et la nuit. Alors, le silence et la nuit. Oh. Peut-être que pour clore là la vidéo, ce serait de vous dire que si vous voulez l'utiliser, la formule magique de Jean Echenoz, le silence et la nuit, hop là, le silence et la nuit, hop là, je m'engage pour lui, il nous la prête. À la semaine prochaine. Et bonnes écritures en attendant.